passer la parole, passer la parole à Ashfo pour commencer cette présentation. Je suis le mot près de l'agent. Super. Merci en tout cas à tous. Je me présente, Ashfo Jawari, je suis président de l'association Déclic. On est l'association strasbourgeoise, mais qui est intervenant sur l'ensemble du Grand Est, sur une thématique qui nous porte maintenant depuis 17 ans, c'est la question de l'orientation scolaire, faire en sorte que derrière des enfants issus notamment des quartiers prioritaires de la ville fassent en sorte qu'ils aient une orientation choisie et pas subie, même si notre intervention n'est pas exclusivement en QPV, on intervient également en secteur rural, puisque les enfants évidemment issus de ces secteurs ont souvent les mêmes problématiques, voire accentuées pour des problématiques géographiques. Alors on est très heureux de vous accueillir pour cette soirée sur un sujet évidemment aussi fascinant que l'intelligence artificielle. Alors cette conférence qu'on réalise finalement avec Alsace Digital est importante pour nous parce que dans nos démarches et dans nos actions au quotidien, il nous semble important d'apporter de la valeur ajoutée au plus près de ces enfants-là, parce que ça ne se fait pas forcément naturellement. Et donc, notre idée, c'est, au travers de cette association, faire en sorte qu'on apporte de l'expertise, on fasse remonter de l'expertise au plus près de ces jeunes collégiens, pour que derrière, ils aient un maximum d'informations, un maximum d'opportunités, pour leur permettre d'imaginer et de favoriser cette mobilité, comme on le dit souvent, cette mobilité de l'esprit, qui fasse en sorte que derrière, ils puissent imaginer des métiers, puisque notre mission essentielle, c'est de susciter des vocations, pour que derrière, pour certains, ce sera peut-être pour certains une opportunité. Mais au-delà de ça, c'est de faire en sorte que ces territoires ne soient pas la traîne sur ces questions-là. Voilà. On voit bien, c'est des sujets d'avertis, c'est des sujets de gens qui sont conscients de ces enjeux. Donc, il y a un ou deux chiffres quand même qui est marquant. En gros, on a 2 fois moins de jeunes issus des quartiers prioritaires qui s'orientent vers des filières scientifiques et technologiques. C'est quand même marquant. Et l'autre chiffre qui m'a aussi interpellé, c'est que 10% de ces jeunes qui sont issus de ces quartiers se projettent spontanément dans les métiers du numérique. Voilà. Là, l'explication, elle est souvent qu'on retrouve dans d'autres métiers d'ailleurs. C'est cette difficulté à se projeter au travers de parcours, d'exemples, de personnes qui vont leur permettre d'imaginer un parcours, hein, pour s'imaginer une possibilité pour soi-même. Donc c'est important qu'on puisse organiser des rencontres, aller au plus près de ces habitants, au plus près de ces jeunes, parce que ça ne se fait pas naturellement, vous l'aurez remarqué, ils ne viennent pas naturellement vers vous, donc il ne faut pas attendre. Si on reste contre nous, on peut attendre encore longtemps. Donc, et dans nos actions, on a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions de les rencontrer, puisqu'on rencontre à peu près entre 7 à 8 000 jeunes par an, dans des forums, dans des ateliers, dans des parcours de découverte. Donc c'est vraiment l'occasion, l'opportunité de faire remonter cette expertise-là et ces possibilités-là au plus près d'eux. Donc je tenais à remercier évidemment encore Alsace Digital. Voilà, pour ce partenariat et faire en sorte que derrière, ça puisse se poursuivre dans la durée. C'est comme tout, hein, ça demande du temps, ça demande de l'engagement et de la constance. Donc j'espère c'est un début pour nous permettre d'engager une action commune la plus longue possible. Voilà, merci. Et bonne soirée à toutes et tous. Alsace Digital, on adore Déclic, on adore bosser avec eux. Effectivement, on est en confiance et pourvu que ça dure et pourvu que ça continue, on a vraiment hâte de faire d'autres actions, plein d'actions avec vous. Alsace Digital a 15 ans cette année, les amis. 15 ans, donc on est un ado. C'était pas prévu que je parle, je vais 30 secondes, je remplace Yannick Jost au pied levé, mon président préféré, qui ne peut pas être là ce soir. Je fais partie du conseil d'administration de l'asso. Je suis bénévole depuis plusieurs années, OCA au conseil d'administration depuis 1 an, et je kiffe. AD, il se passe plein de choses, hein. Il fait vraiment énormément de choses. On est là pour promouvoir les nouvelles technos, le digital, le numérique en Alsace. Et on fait des tas de trucs. Vous nous voyez partout sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, partout. Alors, voilà. On s'éclate, c'est vrai, hein. Les bénévoles. Levez la main, les bénévoles, là. On a beaucoup de bénévoles. Ouais. Voilà. Merci. À plus. Bonne soirée. Merci Julie. Moi je complète juste pour vous dire que cette soirée elle est organisée dans le cadre des Cafés Alsace. C'est une initiative qu'on a depuis quelques mois. Le Café IA, c'est un dispositif hyper libre, hein, le long format, qui est propulsé par le Conseil national du numérique à la demande directe de la présidence. Et donc
On organise ça avec Agora Calissé et on a créé un groupe LinkedIn Café IA Alsace. Donc c'est le meilleur moyen d'avoir les infos en temps et en heure. Et si vous avez des sujets ou des questions et tout, vous pouvez les poser sur ce groupe-là de façon hyper fluide. Voilà. Donc je vais inviter, pour pas trop parler, j'invite tout de suite nos invités à prendre place. Comme ça, on leur passera le micro, respect. Et ça marchera jusqu'à là-bas. Alors moi, j'ai testé. Ouais. T'en prie. Donc on a. Tu veux aller jusqu'à là-bas avec le micro? Donc on a. Donc on vous a préparé une petite question simple pour le départ, quand même, parce qu'on ne parle pas toujours de la même langue et on ne parle pas toujours de la même chose. Donc voilà. On voulait proposer en fait une mise en bouche, donc on va démarrer avec la première question. Définissez l'intelligence artificielle en 10 mots maximum. Bon courage. Ouais, ou alors vous avouez que vous avez demandé à une IA. Ah ben je l'ai pas, alors pas si bien. Waouh. Il n'y a aucun consensus sur une définition, donc ça va être assez compliqué, donc je vais commencer par un mot et je vous laisserai compléter. L'intelligence artificielle, c'est... Je pense qu'il y avait pas avant. Ah, si. Au deuxième tour. Bon, deuxième tour, là. Intéressant. Questionnement. On a déjà 3 mots. On est à Cannes, ça va? Vous entendez bien sur le micro ou pas? Mieux qu'avec? Non. Je sais pas. On va tester. Vous vous rapprochez, il y a encore des places. Non, je pense que l'IA, c'est un outil. Terminé, Thibaut. Thibaut. Qui tend à imiter l'intelligence humaine? C'est pas mal, on est bon. C'est pas mal. Reste à savoir ce que c'est l'intelligence humaine. Voilà. Alors là, on en a pour 4 heures. Là, c'est parfait. Vous supprimez votre bac de philo, ben, on peut y aller. Merci beaucoup. Vous êtes prêtés à l'exercice? Non, mais c'est vrai que c'est déjà très compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment tous, enfin, on a tous des visions complètement différentes de ce que c'est l'intelligence artificielle. Donc, on va vous demander effectivement de vous présenter très brièvement et en répondant à une autre question. Moi, je me suis demandé, mais je vous connais un peu tous les quatre, est-ce que ça vous fait plaisir d'utiliser l'intelligence artificielle? Et est-ce que vous arrivez à gérer son usage? Est-ce que vous n'êtes pas dit, waouh, et puis tout d'un coup, vous avez passé tout votre temps à l'utiliser? Ou est-ce que vous avez posé trop de questions? Ou c'est un nouveau jouet? C'est super, je vais optimiser mon temps? Enfin, voilà. Tout votre rapport personnel à ces outils d'intelligence artificielle. Vous n'oubliez pas de vous présenter. Hein. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'introduction des clics parce que moi je m'appelle Frédéric Hirsch, j'habite en Alsace, à Korosberg, mais j'ai vécu toute ma jeunesse jusqu'à peu près 20 ans entre Königshofen jusqu'au CE2 et Côte-Pierre jusqu'à donc la Magie Jacqueline jusqu'à mes 20 ans. Quand j'ai été en troisième, on m'a dit tu vas faire quoi quand tu seras grand? Je dis bah c'était l'époque Top Gun, j'ai dit je vais être pilote d'avion de chasse. On m'a mis en seconde TSA à Bichheim dans un nouveau lycée. Donc TSA, c'est technique des systèmes automatisés. Ça veut dire que vous dessinez des vis en coupe. Okay, j'ai eu du mal à faire la relation entre dessiner une vis et pilote d'avion de chasse. J'ai bien compris après qu'il n'y avait aucune relation. Donc ça, je suis assez sensible sur le message de chacun s'orienter. Et je suis tombé dans l'informatique totalement par hasard. Mais vraiment par hasard, parce que je voulais faire un BTS touriste, parce qu'il y avait marqué parfait touriste dans mon bulletin. Je voulais faire BTS hôtelier parce que ma mère a dit que c'était bien. Et j'avais fait compta. Et il y avait informatique de gestion à Cassin. Je fais, oh, gestion, je fais ça. Première année, j'ai rien compris. COBOL. Deuxième année, j'ai commencé à comprendre, parce qu'on faisait des restes de pizza. Et je suis tombé, pour aller plus vite, très, très rapidement dans le développement applicatif. Je suis arrivé chez Microsoft en 2007. 10 ans avant, j'ai fait de formateur, bureautique, technique. Je suis arrivé chez Microsoft en 2007. Je suis parti chez Microsoft en 2018. J'ai créé ma boîte en Alsace sur l'IA Cloud. Trop tôt. Je suis revenu chez Microsoft en 2022, septembre. En novembre, ChatGPT est sorti. Depuis, je ne dors plus. Alors, est-ce que ça me fait plaisir d'utiliser l'IA? Moi, oui. Mais mon entourage, je ne sais pas. Je disparais pendant des jours. Donc, j'adore ça. J'adore utiliser l'IA. Enfin, je baigne dedans comme Obélix est tombé on va dire, dans la potion. Je l'utilise pour mon travail au quotidien. Mais mon travail, c'est de développer des IA. Donc j'utilise des IA pour développer des IA. Et je fais beaucoup
d'applications qui permettent de démocratiser ce que c'est une intelligence artificielle. Donc j'utilise au quotidien et j'incite les enfants à l'utiliser pour faire leurs devoirs. Je marque un peu plus parce que ça choque, ça, j'ai mon nom comme ça. Parce que je veux qu'ils sachent bien l'utiliser. C'est trop intéressant. Ah ben, très bien, on pourra en discuter. Qu'ils sachent bien l'utiliser, c'est-à-dire de savoir comment on challenge l'IA, si elle raconte des bêtises ou pas. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils l'utilisent. Ah bon, il faut savoir juste ce qu'elle fait, ce qu'elle de papier, hein, laquelle on utilise, etc. On prendra les questions après. Bonsoir à tous. Moi c'est Thierry, je suis le directeur général d'AgroAqualycée. Donc on est un hébergeur et un fournisseur de trucs cloud. Et je ne vais pas vous embêter un peu plus, parce que déjà, je connais pas mal de jargon déjà un petit peu. Moi en fait, la partie de la technologie, moi je fais partie de cette génération. Ouais, j'ai déjà 42 piges, je commence à parler un peu comme un vieil. Ouais, je sais, Catherine, je suis pas très vieille. Moi j'ai vu Internet arriver. C'est-à-dire le premier modem et l'Internet d'il y a 20 ans n'était absolument pas le même, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus de créativité. L'informatique aussi était quelque chose qui était pas forcément réservé qu'à des initiés, mais surtout à des pingeurs, à des mecs qui ont envie de mettre un peu les mains dedans. Et c'est toujours ce qui m'a un petit peu poussé. J'ai fait des études d'électronique, de multimédia, d'informatique. On ne sait pas, hein, geek dans l'âme, toujours. Et donc, j'ai toujours cette passion de comprendre comment ça marche. Je crois qu'il y a un truc, c'est que pour être libre, c'est de comprendre ce qu'on fait, ce qu'on utilise, pour savoir où on va. Ça, c'est très très important. Donc, effectivement, d'expliquer, d'apporter des points de vue aux jeunes, mais aussi aux parents et aux moins jeunes aussi par rapport à tout ça, c'est important. Dans toute civilisation, dans toute génération, on a eu des changements. Il y a eu la radio, on a expliqué que ça rendait les gens fous. Il y a eu la télé, on a dit qu'on allait avoir une bande d'abrutis. Quand il y a eu Internet, on n'aurait que des mecs qui ne sortent plus de chez eux. Bon, avec le Covid, c'est pas trop faux, mais bon, là, c'est autre chose qui nous a enfermés. On a prédit que nos jeunes allaient être des ours associables, incapables de s'organiser entre eux. Ils ont d'autres modes de fonctionnement. C'est assez rigolo, les modes de collaboration qu'ils peuvent avoir. Je veux dire, quand vous êtes capable d'aller choper un serveur dans un jeu de gestion avec 25 000 personnes et d'être de vrais cancers dessus à 3, ça montre quand même une sacrée créativité, une capacité d'organisation que malheureusement on ne retrouve pas dans leur chambre. Voilà. Donc il y a tout un sujet un petit peu de compréhension par rapport à tout ça. Moi, l'IA ne me fait pas plaisir plus que d'utiliser un marteau. C'est un outil, c'est un moyen. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est surtout un terme aujourd'hui de marketing pour vendre des trucs à des gens assez facilement. Des interfaces, ce genre de choses. Derrière, l'IA, c'est quand même quelque chose qui date depuis les années 60. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si récent. Ouais. Je serais ravi d'échanger avec vous un peu sur ce point-là. Je serais un petit peu sparring partner sur certains sujets. La liberté, l'autonomie et la compréhension des choses, c'est vraiment important. Yes, merci. Bonjour à tous, moi c'est Brian Raden. Alors je vais faire un petit point, effectivement, je pense que c'est marrant de voir ça. Moi j'ai démarré l'entrepreneuriat assez tôt, je suis entrepreneur entre guillemets dans les grandes lignes. J'ai démarré à mes 12 ans je pense, où je devais aider mes parents en fait dans leur boîte à essayer de démarrer. Du coup je leur faisais des petits flyers à démarrer comme ça. Et du coup toute ma vie, en fait je me suis rendu compte que j'étais marketeur. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 8 ans que je suis formateur en marketing dans différentes écoles, à Strasbourg et ce genre de choses. Et l'idée c'est que là, les métiers ont tellement évolué, je vois que dans les métiers créatifs, c'est là où on est le plus touché, effectivement le marketing est extrêmement touché. Mais je me rends compte à quel point ça facilite les accès. J'ai du mal à dessiner toute ma vie. Au final, maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'outils qui m'aident à ça, et avec l'intelligence artificielle, notamment, on peut faire énormément de choses. Et au-delà du métier créatif, on a toute la partie paperasse que j'ai toujours détestée dans toute ma vie, qui va être automatisable aujourd'hui. Et du coup, désormais, je suis formateur, moi, en intelligence artificielle et en automatisation, et j'aide les entreprises à implémenter l'intelligence artificielle et les automatisations dans leur système. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce n'est pas des métiers qui sont référencés encore aujourd'hui. Et du coup, pour les jeunes, c'est des métiers qui sont à venir, et donc s'intéresser à ça, genre, sachant qu'on a baigné dans l'informatique avec nos smartphones, qu'on a baigné dans l'informatique avec nos PC, aujourd'hui, pouvoir mettre à profit nos connaissances pour des entreprises qui sont parfois des mammouths qui ont du mal à changer les choses, ça peut être un vrai atout. Et du coup, ouais, je ne sais pas où je vais dans ce chemin-là, mais dans l'idée, c'est que j'aimerais beaucoup accompagner les jeunes. J'adore ce que je fais. Juste à Hugo de ça me vaut tellement pas. Et je pense que Hugo sera de mon avis. Je te passe. Merci. Et je suis peut-être même le plus jeune, hein, du coup, je crois. Mais 28. Donc c'est marrant parce que tu dis que c'est des métiers qui ne sont pas encore référencés, tu sais.
Parce que moi, j'ai toujours fait des études qui me plaisaient pas, toujours. J'ai eu un bac S et j'étais vraiment alors tête perdue. Hein. J'étais un cancre, je faisais n'importe quoi, alors que pourtant j'étais doué. Mais en fait, c'est un jour où j'ai vraiment découvert quelque chose qui me faisait fleurir. Moi, ma passion, c'était la musique. Et en fait, quand j'avais 16 ans, j'étais en première, j'ai organisé mon premier concert. Alors à l'époque, c'était dans un bar, hein, c'était 3 fois rien. Mais j'ai découvert un truc qui vraiment me faisait kiffer. Et c'était pour moi le premier pas dans l'entrepreneuriat. Et après, de mes 16 ans à mes 23 ans, un truc comme ça, j'ai été chargé de production événementielle. J'ai monté une association qui a vraiment bien performé. On est devenu leader sur notre marché. Je me suis étendu à l'international. J'ai commencé à développer vraiment un gros réseau. Après, j'ai eu une opportunité pour ouvrir une salle de concert. Donc là, j'ai vraiment appris, on va dire, l'entrepreneuriat et le marketing comme une science. Donc je suis un marketeur aussi. Et d'ailleurs, mes collègues, on intervient aussi ensemble aujourd'hui. Je saute des étapes, mais ouais. D'ailleurs, justement, c'est moi, quand j'étais étudiant, collégien ou lycéen, et qu'on peut faire des choix d'orientation, on m'avait jamais parlé d'événementiel. On m'avait jamais parlé d'entrepreneuriat. D'ailleurs, moi, pour la parenthèse, ça fait 5 ans que je suis prof aussi. Et je donne des cours d'entrepreneuriat. J'ai trouvé parenthèse, mais ça c'est vraiment bien qu'on le fasse depuis que je construis. Bon, bref, parce que ce sera un autre sujet, notre intervention. Mais non, du coup, et c'est ma mère qui m'a dit, moi, mais mon fils, regarde, tu fais des études qui te plaisent pas, tu t'es là à suivre pas parce que je suis en maths sup après, etc., des trucs que je ne veux pas du tout. Elle m'a dit, mais regarde, t'as trouvé ta passion, donc lance-toi dedans. Donc bon, il ne faut pas hésiter des fois à se lancer. Mais donc j'ai fait cette année là-dedans, j'ai eu mon opportunité pour une salle de concert. Après, j'ai monté une boîte de com, parce que c'était pas le projet de salle de concert avec arrêté à cause du Covid. Donc j'ai monté une boîte de com dans le digital, ça a super bien marché. Aujourd'hui, je suis encore associé, donc Immersive Element, qui est une jolie boîte de com digital et à la Stras. Et plus récemment, j'ai quitté mes fonctions exécutives de Immersive Element pour monter justement un cabinet de conseil en intelligence artificielle. Je me suis associé avec Martin, le petit show qui était là, et on accompagne les entreprises. Non, mais rien de... Non, Non, mais aujourd'hui, on accompagne les entreprises dans leur transformation IA. Et c'est un vrai sujet. C'est un problème seulement. Il y aura un avant l'IA, un après l'IA, comme il y a eu un avant Internet et un après Internet. Je suis intimement convaincu que demain, les entreprises du tertiaire qui travailleront sans l'IA n'existeront plus, comme les entreprises du tertiaire qui travaillent sans Internet aujourd'hui n'existent plus. Et je pense aussi que face à l'embauche, ça va devenir indispensable. Encore une fois, c'est un outil qui permet de travailler beaucoup plus vite. Un des enjeux des entreprises, c'est la rentabilité, donc le gain de productivité. Et quand elles vont avoir 2 personnes qui vont se pointer, une qui fait une tâche en 8 heures et l'autre qui fait la même tâche en 1 heure, parce qu'elle utilise le bon outil, il n'y aura pas photo. Et je dis tout le temps, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui disent ouais, mais l'IA va faire mon travail. Non, c'est pas l'IA qui va faire votre travail, c'est votre homologue qui maîtrise mieux l'IA que vous, qui risque de prendre votre place. Moi, je suis intimement convaincu de ça. Donc c'est un outil, il faut savoir se l'approprier, il faut savoir travailler avec intelligemment, apprendre son métier avant de déléguer bêtement sa réflexion à l'IA, ça c'est hyper important. Est-ce que j'aime l'IA? Oui, je suis ultra passionné. Je suis un enfant d'Internet, je suis né avec les réseaux sociaux, avec les jeux vidéo, quand j'ai découvert l'IA, mais c'est au-delà de kiffer, c'est que j'ai été ultra stimulé. Je me levais le matin, j'avais envie que d'une chose, c'était de me mettre sur les outils d'expérimenter. Et le soir, j'avais pas envie d'aller me coucher parce que j'avais envie de continuer à travailler. Donc, je vais pas dire que c'est devenu une obsession, mais c'est juste fascinant. Moi, je vois presque ça comme un jeu vidéo. Quand tu rentres un prompt et que tu vois un site internet qui se crée devant toi, moi, je trouve ça juste impressionnant. Donc voilà, aujourd'hui c'est mon métier, ça me passionne. Je suis très content d'être là et de pouvoir partager ça avec vous, les plus jeunes dans la salle. Ravi de discuter de ça après avec vous, c'est un vrai sujet. Donc ouais, merci de m'avoir invité, merci. Et donc la question suivante, Hugo. Moi je vais passer sans le poste, sinon ça va être trop fastidieux. Et n'oubliez pas que vous êtes 4 à répondre, hein, parce que sinon on en a pour la soirée si vous continuez. En 10 mots là. C'est ça. En fait, avec Hugo, on a fait une intervention à la médiathèque du Nœud d'Or, ici présente aussi, qui s'appelait Comment faire ses devoirs avec l'IA. Comme ça, on a été sûr qu'on avait un public captif hyper intéressé. Et la question de l'apprentissage avec l'IA se posait aussi. Tu vois, en fait, on entend beaucoup que l'IA va prendre notre temps de cerveau, va nous rendre bêtes parce qu'en fait, elle travaille à notre place. Et on voulait aussi vous interpeller dans cette question. Où est-ce que vous pensez que maintenant l'apprentissage se place par rapport à l'IA? Qu'est-ce qu'on peut apprendre grâce à l'IA ou qu'est-ce qu'on désapprend grâce à l'IA? En fait, voilà, on voulait aussi vous challenger un peu vu notre public sur cette question. Attends, j'ai une réponse. Je te plaît, dans ce sens-là. On va y aller. Une minute. Non,
Il y a deux choses. Un, je pense que ça peut creuser le fossé entre les gens qui sont motivés et ont l'habitude de réfléchir par eux-mêmes et ceux qui ne le font pas. Il ne faut pas oublier que le cerveau est plastique. C'est comme quand on nous a mis un GPS entre les mains et que on utilise en fait le GPS pour tout n'importe quoi. Au bout d'un moment, on désapprend le fait de se souvenir d'un trajet. L'IA, c'est pareil. Apprenez votre métier avant de déléguer pleinement votre réflexion à l'IA. De toute façon, deux personnes identiques qui utilisent le même outil, mais une qui est spécialisée dans un domaine et l'autre qui ne l'est pas, vous n'avez pas du tout le même résultat. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut apprendre avec l'IA? On peut apprendre beaucoup plus vite. Accès à une quantité d'informations en un claquement de doigts. Vous prenez avant Internet, vous cherchez une information, vous y allez dans une bibliothèque, ça vous prenez des temps. Arrive Internet, vous passez de peut-être une semaine pour trouver une info à 1 heure, 1 heure et demie. Avec l'IA, des outils comme Perplexity ou le Deep Research, peu importe, un prompt, 3 secondes, et vous avez une quantité d'informations qui a été remontée, sourcée, etc. Donc moi, je me suis formé à beaucoup de choses. Je suis capable maintenant de livrer des choses qui sont infiniment plus poussées que ce que je pouvais dire avant, juste parce qu'on m'a mis un nouvel outil qui permet d'aller plus vite. Voilà, pour faire une réponse courte, parce que sinon j'ai le confort de 3 heures là-dessus. Pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Sur la question de l'intelligence et à quel point on pourrait être abruti par l'IA, je ferais parallèle moi avec Google. L'application de Google, on pourrait dire que ok, avec le net, on va aller chercher de l'information, c'est beaucoup trop facile. Et du coup, si on fait parallèle avec les livres, on va dire qu'on va être impossible. Sauf que Google les moteurs de recherche de manière générale, nous ont aidés à mieux penser ce qu'on est en train de rechercher. Comment on pourrait de réfléchir en termes de requêtes. Et derrière, d'analyser les différents résultats, faire une analyse pour se rendre compte de la véracité des propos, parce que parfois on pouvait tomber sur un forum Doctolib à l'époque où vous connaissez cette époque-là, et du coup de ne pas avoir d'esprit critique en fait derrière. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un peu le même rapport, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on est bête en utilisant, on pourrait se dire qu'on est bête en utilisant les moteurs de recherche, mais c'est juste la manière de penser les questions qui va être importante. Autant aujourd'hui, ce paradigme a été changé par, il faut changer le prompt et comprendre qu'est-ce qu'on veut réellement. C'est l'intention derrière qui va aller changer les choses. Ça ne devrait pas nous enlever notre esprit critique et justement de comparer, mais dans l'idée de vraiment choisir la manière dont on va être quelqu'un qui retient tous les numéros de téléphone de son annuaire téléphonique. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. On a des bases de données de contact et on est un peu sur la même approche aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et comment en fait l'intelligence aujourd'hui va changer de la manière dont on sait poser les questions à on sait ce qu'on veut. Et définir ce qu'on veut réellement et comment fonctionnent les choses, ça demande de bien décomposer son univers et de bien comprendre le fonctionnement des ressources de l'univers et de tout ce qui fonctionne ensemble de manière systémique pour pouvoir se l'approprier et avancer avec. C'est mon approche. Yes. Moi, je pense qu'avec ces outils-là, d'aller toujours plus vite, de faire toujours plus, on en fait la relation au temps et à la synthèse. On va s'entendre. Je me souviens de la première fois que j'ai lu l'épée de vérité. La première leçon du sorcier, c'est quoi? C'est la solution, pas au problème. C'est vraiment ce qu'apporte aujourd'hui l'IA générative, celle qui génère quelque chose. Il ne faut pas penser à comment je résoudrai un problème, c'est penser à la solution. Et l'IA va vous proposer une résolution. Je pense à ce que je veux, je lui demande et je lui dis j'aimerais ça, et elle va me proposer une solution. Et puis je lui dis c'est bien, mais tu peux faire mieux, ou tu peux faire un peu différemment. Elle va dire ok, j'essaye. Mais quand si je parlais à un collègue, en fait, en moins bête, des fois. Et je sais pas dit d'ailleurs. C'est drôle le lapsus. Mais c'est vraiment l'échange qu'on va avoir. Et ce qui est différent du moteur de recherche, je pense que je vais parler d'Optissimo, pas de pardon, de non, mais je fais sur le lapsus. Oui, carrément. De Laurent Alexandre, sans parler de Laurent Alexandre. Ne lisez pas ses livres. Mais c'est bon. L'avantage aujourd'hui d'utiliser l'IA générative, c'est que vous allez vraiment enfin utiliser l'informatique avec du langage naturel. Et ça change tout. Alors là, défini. Ouais. Déjà, vous n'avez pas défini de compte. Et je vais définir c'est le langage naturel. Ouais. Langage naturel, c'est ce que je suis en train de faire. Comment communique l'humain? L'humain, il communique par la voix, par l'image ou par une phrase, du texte. Que des données non structurées. Quand vous allez à une application sur un PC ou sur un smartphone, vous faites comment pour communiquer avec elle? Sur le PC, vous avez un clavier, une souris, il faut les attendre. Le clavier, c'est con parce que les touches, elles sont même pas là. Bon, c'est toute une histoire autour de ça, les gens n'ont pas les gens. Donc c'est pas naturel. Du coup, avec la souris, moi je me souviens des premières formations que je donnais à des développeurs qui n'avaient pas la souris à l'époque, c'est que vous montez, la souris elle se levait dans leurs mains. Et pas le curseur de la souris qui montait, c'était la souris. J'ai déjà eu le coup de l'écran, de la souris sur l'écran. Sur l'écran, c'est pas mal. Ça, c'est pas naturel. Utiliser le tactile, je suis désolé, c'est pas naturel. On va me dire oui, mais il y a les digital natives, ils sont nés avec. Oui, mais c'est pas humainement
naturel. Ce qui est humainement naturel, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est un échange focal, c'est un échange d'images, et c'est un échange de par écrit de texte. Ça, c'est du langage naturel. Aujourd'hui, avec l'IA générative, je peux faire exactement ça. Je peux lui écrire ce que je veux. J'aimerais que tu me fasses une rédaction, j'aimerais que tu fasses un poème, j'aimerais que tu m'inventes un puissance 4, que tu me codes, ce que je veux, n'importe quoi. Mais je peux aussi lui dire, pas l'écrire, lui dire, et avoir un échange conversationnel. Et je peux aussi lui donner une image pour dire, inspire-toi de cette image pour générer une histoire autour de Star Wars. Ou prends cette image et génère une variation de cette image-là, je veux plutôt du rouge, plutôt que du bleu, etc. Donc vous allez pouvoir lui donner ce que vous voulez, texte, image ou son, et lui demander en sortie du texte, de l'image ou du son. Comme nous, Cécile se rapproche le plus de l'humain. Moi, lui, il faut s'il m'énerve. Je lui dis, je te laisse pas dans la salle de bain. On va passer à la question suivante. Je pense que vous aurez remarqué qu'on a les adolescents également dans la salle. Et puis, on a une questionnaire. En fait, la conférence avait été déjà pensée pour vous, probablement suffisamment. Donc là, la question, c'est comment un adolescent pourrait utiliser l'IA pour développer ses idées. Est-ce que vous avez des exemples concrets, des conseils, sachant que vous avez dévoilé tout, après on a eu l'atelier. On 30 secondes. Sur la question effectivement de comment ils peuvent apprendre plus vite, effectivement il y a un mindset plus élaboré et un peu plus simple effectivement pour trouver de l'information. Néanmoins, quand on leur demande de travailler sur la réflexion personnelle, ce qu'on cherche à faire, c'est pas à ce qu'un automate synthétique fasse ce boulot à leur place. Et moi, je vous encourage plutôt à les utiliser pour dire, bah tiens, j'ai écrit ça. Moi, j'ai une fille qui est dyslexique, qui a des gros sujets là-dessus, ça lui permet de sortir de la rédaction sans faute. Ça, c'est déjà un premier point. Ça permet aussi de montre-moi des éléments, de vraiment d'avoir cette conversation sur des éléments qui lui permettent de progresser. Aussi, tiens, j'ai écrit ça. Est-ce que mon développement construit, il est bien fait ou pas? Elle sera capable de comparer et de faire des choses, et peut-être même de demander des changements. Et en fait, c'est plutôt d'avoir un mec qui peut lui apporter une copine, qu'on veut, une personnalité qu'on peut. Et derrière, ce point-là est important. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser l'IA juste pour récupérer un truc tout fait sans l'avoir relu, ça lui permettra de penser et de développer votre propre créativité. Et ça, c'est dommage. Par contre, ça peut être quelque chose qui vous permet d'avoir rapidement des retours sur ce que vous avez fait. Et effectivement, comme tu disais, dans le domaine de la création, d'itérer vers quelque chose dont vous avez envie. Donc vous pouvez plus facilement faire des choses ultra personnalisées, de bonne qualité. Et en fait, ça vous permet non pas de faire, vous, plus une sorte de cerveau digital à côté, et ça peut faire, vous, plus, et ça donne une troisième chose, c'est cette augmentation du recul. Donc ça, c'est important, à mon sens, peut-être de l'utiliser de manière inversée, à contre-pied. Ça peut être très intéressant. Super intéressant, merci. J'ai une approche un peu différente. C'est-à-dire qu'au niveau de l'IA, je pense que, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour moi, la nouvelle forme, entre guillemets, d'intelligence ne peut pas aller de la mémorisation, savoir poser des questions, ce genre de choses. Partie, justement, ça va être de savoir poser des questions. Et justement, une des manières de pouvoir s'enrichir, c'est de lui demander de vous poser les bonnes questions. Si vous êtes en train de parler, par exemple, à ChatGPT ou Mistral, peu importe l'IA que vous pouvez utiliser en termes de langage, vous pouvez lui demander de vous poser des questions pour vous servir de ça en tant qu'introspection. Par exemple, en tant qu'ado, la question qui va venir, c'est qu'est-ce que je vais faire, par exemple, de mes études. Ne serait-ce que de lui demander de vous guider pour faire de l'introspection, ça peut être extrêmement intéressant. Parce que derrière, vous allez pouvoir l'enrichir avec ça, et petit à petit, en fait, ils vont apprendre de vous et potentiellement vous donner des meilleures réponses, des réponses plutôt adaptées à vous. Et c'est vraiment bateau ce que je dis, mais de poser des questions à l'IA et de lui demander justement de vous poser des questions pour que vous-même vous trouviez des réponses, c'est peut-être une des meilleures voies pour moi pour vraiment trouver les bonnes réponses. Je sais pas si c'est beau quand même. En fait, vous devez collaborer avec l'IA. C'est ça, je pense, qu'il faudrait dire. Et par exemple, sur le fait de poser des questions, moi, par exemple, si j'ai une campagne de com à faire, je vais lui donner mes objectifs, mais je rajoute toujours une phrase à un moment en lui disant « Tu es un consultant, tu devras toujours me poser des questions avant de répondre pour être sûr de bien cerner où je veux aller. » Mais bon, avant que tu le définisse, prompt, c'est la commande, c'est le texte qu'on donne à l'IA. Et il y a une discipline qui est en train d'apparaître, qui est déjà bien apparue et qui est déjà bien valorisée. Moi j'ai un ami, ça fait 1 an et demi, il a un poste à 5 ou 6 000 euros par mois net dans sa poche en tant que prompt engineer, c'est-à-dire il a appris à communiquer avec l'IA. Donc son poste en demande. Mais alors, sur la question de comment se l'approprier,
pour compléter et pas répéter quelque chose qui a été dit, je vais plutôt partir sur un conseil. C'est appropriez-vous-le le plus rapidement possible. Parce que, comme on disait avant, s'il vous plaît, utilisez l'IA. Si je rebondis sur ce que j'ai dit au tout début, c'est que ça va devenir une norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'effet de mode, parce que c'est sur toutes les bouches, mais demain, ce sera comme Internet. Regardez Internet comme ça a changé notre monde en même pas 30 ans. On a tous un téléphone, mais dans le bus, tout le monde est comme ça. Ben, l'IA, ça va être pareil. Donc, le software va évoluer, le hardware va évoluer aussi, et demain, ça sera partout. Ça sera dans les processus internes des entreprises, parce que le gain de productivité est énorme. Donc, quand vous allez arriver dans une boîte, on va, comme aujourd'hui, on vous met entre les mains un logiciel, un ERP, un CRM, bref, un logiciel d'entreprise, et bien demain, on va vous mettre entre les mains des outils IA, et vous allez pouvoir apprendre à les utiliser. Et quand vous allez vous pointer face à l'embauche et que vous direz, bah, moi je maîtrise très bien ChatGPT, je maîtrise très bien tel outil, ce sera un vrai poids sur votre CV. Voilà, donc ça va vraiment devenir une norme. Le train est en train de partir, je vous encourage vivement à monter dedans maintenant, les enfants comme les plus grands, surtout les enfants, j'ai envie de dire. Et aussi, pourquoi c'est important de se l'approprier le plus rapidement possible, c'est pour pouvoir évoluer en même temps que les outils, en même temps que les usages, et en fait être sûr d'en faire toujours le meilleur usage pour le sujet. Comme on avait commencé là, vous avez dit, je suis totalement en phase et on va être tout à fait transparent. Moi, j'ai doublé mon salaire grâce à l'IA. Salaire chez Microsoft. Donc, je vous l'ai dit juste en prenant un job parce que je maîtrise ces concepts, parce que je ne suis pas l'IA, je maîtrise les concepts en tout cas, enfin, je le crois. Ça a permis en fait, d'avoir des jobs différents en interne. Et aujourd'hui, j'occupe un job qui n'existe pas dans la salle Microsoft, qui a été inventé pour mon entreprise. Donc, c'est vraiment, quand tu dis d'y aller tout de suite, c'est parce que j'y étais dès le début. Vous avez dit ma petite histoire d'entrepreneur en Alsace qui est trop tôt. Le fait d'être depuis le début, ça permet d'ouvrir beaucoup de portes. Alors, comment on peut l'utiliser en tant que jeune ou moins jeune? Moi, j'ai développé une petite application qui s'appelle Learning Wizard ou Virtual Teacher. Mais quand je dis Virtual Teacher, généralement, quand il y a les trois dans la salle, on me prend des tomates, donc je l'appelle Learning Wizard, c'est un peu plus sympa. C'est quoi? C'est que je vais demander à l'IA de jouer un rôle, n'importe quel rôle. Là, par exemple, pour un de mes clients, c'est je joue le rôle d'une cliente qui a 20 ans, qui habite à Los Angeles, qui veut acheter un sac à main de luxe et qui rentre dans la boutique. Et l'autre personne, l'humain, c'est le vendeur qui doit apprendre la cérémonie de vente. Donc, il se place et en mode discussion avec l'IA, elle arrive, elle dit oh my gosh, c'est vraiment pas arrivé, je peux lui parler français. Elle dit elle cherche un sac, bon, manque de bol, elle tombe chez Hermès, alors tu lui dis est-ce qu'il y a un sac pour attendre. Et il y a une vraie discussion qui se lance entre l'IA qui joue ce client-là et l'humain. Et après, il y a un autre IA qui est coach qui va lui juste dire qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu peux améliorer. Et donc pour les jeunes qui ont besoin de se former, et pour les moins jeunes qui, parce que se former c'est plus le temps, et ben ça permet au quotidien déjà de s'acculturer à la formation. C'est-à-dire finalement tous les jours, je prends mon Zolingo, tous les jours je peux aussi prendre mon IA pour faire un peu de formation et je discute avec l'IA et à la fin j'ai mon dashboard, mon tableau de bord qui va dire ce que j'ai bien, comment je peux améliorer, etc. Ben, c'est un petit exemple, donc plus on introduit vite l'IA dans sa culture à la maison et en entreprise, plus on sera performant et plus on pourra peut-être prendre des vacances plus souvent, ça on verra. Et je prends un exemple juste de notre société, notre petite start-up là, qui existe depuis quelques années dans Microsoft. Je peux vous dire qu'en interne, c'est génial, c'est super heureux. On n'a que de l'IA partout, les produits, les services, mais aussi les formations. Et tout est fait à base de l'IA. Aujourd'hui, j'ai eu les relances d'agents qui me disent tiens, tu dois interci faire ça. Donc j'ai mon agent qui lui dit ok, bah, tiens, c'est très impressionnant. Et là, tu parlais de rupture tout à l'heure, je crois, c'est toi. Révolution même, on peut dire. Mais il y a une rupture aussi entre les gens qui sont réfractaires, qui n'y vont pas. Pour plein de raisons, hein. Des fois les cheating, pas les cheating, vous savez, quand on connaît un truc, on a peur, et du coup c'est normal qu'on traîne un peu. Et ceux qui se posent moins de questions, et c'est pas une question de génération, hein. Ceux qui se posent moins de questions et qui y vont, et qui ont un tremplin et une autoroute en tête devant, parce que où il faut son état. 53% des entreprises en Alsace n'y vont pas. Et sur ces 53, la moitié mettent la tête dans le sable en disant ouais mais moi ça me sert à rien dans mon travail. Mais elles vont se faire manger. Alors on est aussi on est presque au bout de ce petit échange international. Mais c'est vrai que déjà on remarque dans vos échanges que vous avez quand même tous presque appris par vous-même. C'est assez étonnant. Et par contre, par rapport au public visé, on entend souvent qu'ils ont besoin de sens aussi pour adopter. Et alors, on a bien choisi un panel. Science, sans conscience, c'est ça. $1 million. Fallait la faire. Un peu d'éthique aussi. C'est ça. C'était là pour
ça, hein, c'était ton rôle. T'as vu le brief, hein, tu l'avais bien vu. Alors vous avez remarqué qu'on avait un panel complètement objectif de technophiles. Voilà. Mais au-delà de ce côté, effectivement, où vous aimez la technologie en elle-même, ce qu'elle peut apporter, est-ce que vous auriez des exemples concrets d'utilisation de l'IA qui ont déjà apporté quelque chose de positif à la société, à l'humanité, pour vraiment faire comprendre réellement les cas pratiques en fait, d'utilisation de l'IA? Ouais. Alors là-dessus, c'est assez simple. Tout est une question du bénéfice, en fait, de ce qu'on parle. Est-ce que l'outil apporte quelque chose ou pas? En fait, l'IA, c'est une des disciplines de ce qu'on appelle la science de la donnée. Et typiquement, aujourd'hui, il y a tout un tas de disciplines là-dedans, des manières de faire. Si on dit que c'est faire une sorte de mime de l'intelligence ou de la réflexion, quelque chose d'un peu élaboré, il y a plein de choses qui existent déjà. Détection d'anomalies, analyse de radio sur le cancer, réduction aussi des inégalités, des analyses de données assez poussées qui permettent de gérer certains cas complexes, simplification légale, des systèmes de protection intelligente, ce genre de choses. En fait, on a des systèmes intelligents un peu partout. Il y en a un qui est très peu connu, c'est ce qu'on appelle les algorithmes génétiques. Et c'est très très utilisé pour laisser libre cours à une machine de faire tout un tas de combinaisons plus bizarres les unes que les autres. On va lui donner tout un tas de paramètres pour lui dire, bah tiens, selon ça, tu vas me sortir les meilleurs résultats. Et c'est comme ça qu'on arrive à concevoir, par exemple, des bâtiments qui sont plus efficients. On peut trouver des solutions qui se reprennent sur les paramètres qu'on donne, c'est bien une solution. On donne les conditions d'acceptation et on laisse la machine travailler et nous sortir les solutions. Et ça, c'est un premier point. On a des besoins et de modélisation de plus en plus complexes. On fait face aussi à des enjeux. Moi, je suis assez triste d'entendre, pas entendre les enjeux aujourd'hui de zone économique qui vont être en 2050 face à des problématiques climatiques majeures. On a déjà. Et là-dessus, on a un peu besoin de pré-mobiliser, de travailler dessus et de trouver des solutions un peu nouvelles. Moi, je pense qu'il y a un sujet où l'IA ne va pas aller pour un peu prendre le contre-pied. C'est à partir du moment où on parle de soins et de jugement, l'IA ne doit pas y aller. Et c'est pas moi qui le dis, c'est M. Weizenbaum en 1959 qui le disait, et qui est un des fondateurs de la science de la donnée. Et donc c'est important. C'est-à-dire qu'un flic, un soldat, un juge, un médecin ne doit pas être remplacé par une IA. Ça, c'est no way. Tu me laisses là-dessus. Je te reprends dessus, je te fais la transition. C'est lourd comme sujet. Vas-y. Je suis d'accord et en même temps pas d'accord parce que l'IA est impartiale. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir en une fraction de seconde se prouver toutes les jurisprudences possibles et imaginables et prendre une décision qui sera dénuée d'affect ou de choses comme ça, qui sera purement objective. Et en fait, ça peut vraiment réduire les inégalités de jugement, par exemple, si on prend le cas du jugement. Maintenant, ça reste un vrai sujet. Il ne faut pas oublier que de toute façon, l'IA, tout ce qu'elle nous répond, elle l'a appris grâce à l'humain. Et d'ailleurs, il y a un vrai sujet qui est très intéressant, c'est celui des voitures autonomes. Ça existe. Aux US, il y en a qui roulent, bon, ils ne dépassent pas les 30 km/h. La raison pour laquelle on ne les a pas encore en Europe, c'est parce que quand cette voiture, il y a un enfant qui traverse, la seule option qu'elle a, elle calcule en une fraction de seconde, elle va prendre une décision. La seule option qu'elle a pour ne pas taper cet enfant, c'est mettre un grand coup de volant, cracher la voiture dans un mur et le conducteur va mourir. Comment est-ce qu'on fait pour démarrer la machine? Tu vas décider soit de buter le chauffeur, soit tu vas buter l'enfant qui est en train de traverser. Et donc ça pose une vraie question morale à l'heure actuelle qu'on ne peut pas encore, on n'est pas encore prêt. Voilà. Et d'ailleurs, ça pour moi c'est une élite, c'est un pare-zote qui peut. En fait, non. En fait, non, parce que la question de l'objectivité, c'est pas celle-là. Là, on va rentrer dans un débat philosophique, on va perdre tout le monde, mais il faut comprendre que les algorithmes conçus par des personnes, je prends un exemple, détection faciale, détecter des visages et des analyser. Aujourd'hui, les bases de données qui sont les plus conséquentes sont des bases de données asiatiques. Pour les personnes qui sont d'origine africaine, on les reconnaît très mal encore, parce que les bases de données sont moins élaborées. Pendant longtemps, on a eu ce problème dans la vidéosurveillance, on ne les reconnaissait pas comme des personnes. Autre exemple, on a tout un tas d'exemples d'algorithmes très objectifs sur la base de CV, donc les compétences, ce genre de choses. Et on assiste en fait à des algorithmes qui sont, dont le fonctionnement est suivant,
c'est je vais te récompenser en choisissant ce type de profil. Et à chaque fois, il va se réenforcer, se réenforcer, se réenforcer. Sur un type de profil, on se rend compte qu'au final, il n'y a plus de diversité dans la faute. Donc en fait, la question de l'objectivité n'est pas liée, est liée aux données et de la manière dont elles sont traitées et dont elles sont utilisées. Dire que l'IA est objective, qu'un ordinateur est objectif, c'est faux. L'objectivité est beaucoup plus complexe que ça. La seule chose qui est objective aujourd'hui, c'est ton objectif d'appareil photo, parce qu'il prend la chose, point, il te la laisse et te l'analyse. Or, quand tu analyses ce qui est préfet, c'est compliqué. J'ai parlé d'appareil photo, j'ai pas parlé d'appareil photo intelligent. C'était quoi déjà la question? Regardez. Moi, c'était juste pour avoir des exemples précis. Oui, c'est ça veut dire, on va remettre un peu de trucs légers. On va continuer après. Non, mais en fait, on n'est pas besoin d'aller loin. Hein. On va à l'IRCAD avec les virtual Visual Lab permet effectivement de faire un rendu 3D en fait de l'intérieur de notre corps et d'aller pouvoir tourner en fait pour voir c'est pas une tumeur qui se cacherait quelque part, ou pour voir cette tumeur elle est manipulable par radio ou pas, si elle peut pas toucher notre organe. Donc je pense que déjà ça c'est vraiment bien. Donc en médecine on a beaucoup quand même d'IA, que ce soit en biologie ou en médecine, qui accompagnent sur du diagnostic, ils ne font pas de diagnostiquer, mais effectivement ils accompagnent sur une probabilité de tumeur par exemple, si on pense à cet exemple-là. Nous, on a développé une application et un bracelet, c'est formidable. L'application, c'est une application que vous trouvez aujourd'hui, vous localisez sur iPhone, qui s'appelle Sing AI, qui est faite pour les non-voyants ou les malvoyants, qui est une application qui permet d'aider un malvoyant ou un non-voyant pour prendre des photos et décrypter en fait ce qu'il y a sur l'image. Donc soit c'est des individus et on sait s'ils ont les Uber, s'ils sourient ou pas, soit je suis au restaurant et je dois prendre le menu en photo, et l'IA m'aide à prendre le menu en photo déjà, parce que évidemment je ne sais pas si je suis bien cadré, et elle dit non, toi à droite, toi à gauche, prends le menu, et il lit le menu. Et là, dans sa billette ou si elle est équipée de son oreillette, la lecture en fait de ce qui se passe. Et pour la partie, le bracelet, c'est un bracelet pour ce qui est les personnes qui sont atteintes de maladie de Parkinson, qui ne peuvent pas signer des documents, ne peuvent pas prendre un stylo et signer leurs documents. Alors je ne parle même pas d'écrire, mais juste signer. Et du coup, on a un bracelet qui est équipé. Alors, on n'est pas sur l'IA générative comme aujourd'hui, on est sur l'IA qui est plutôt ancienne, mais qui marche quand même bien, qui va récompenser des vibrations, donc elle peut générer des tremblements par des vibrations inverses pour que son bras envoie des signaux à son cerveau pour rester droit. Et elle arrive à signer. Le bracelet s'appelle Emma, parce qu'elle s'appelle Emma. Après, je ne sais pas si le projet a vu le jour derrière sur l'instant des startups pour faire. Voilà, c'est un petit projet comme ça. Moi, la voiture autonome, je trouve que c'est super mauvais. Je fais beaucoup de routes. Si je peux dormir dans la voiture, ça serait top. Enfin, sans rouler, évidemment. Je peux pas toujours. Il faut dire que le train, j'en prends beaucoup. Je dis dormir, mais lire. C'est génial aussi, ou même discuter avec quelqu'un, avec ses enfants, ou jouer aux cartes en voiture. Et un autre truc, alors, ça revient avec l'éco, la partie éco-responsable. Si on a des voitures autonomes, je pense. Alors en France, on n'en a pas parce que la législation veut que vous ayez les deux mains en volant. Point. Ok. Sinon, ça ne faisait pas sur c'est tout. Donc, on peut parler plein de trucs techniques, un problème de droit. Mais si on avait des voitures autonomes, on n'a pas besoin chacun d'avoir une bagnole qui dort sur son parking quand on travaille ou en journée. Elle vient, elle me dépose, je vais te dire, ouais, je prends les transports en commun. J'habite Guimbret, je peux te dire, le transport en commun c'est un calvaire. Quand tu fais Guimbret-Truche en voiture, c'est 5 minutes. Quand tu fais Guimbret-Truche en bus, c'est 1h15 parce que tu passes par auto. Donc là, une voiture autonome qui vient te chercher, qui t'emmène et qui repart. Je vais chercher quelqu'un d'autre, c'est pas ma voiture, je vais jouer comme un Uber. C'est génial ça. Et j'ai pas de voiture chez moi, je peux plus. Enfin, moi je suis pas en voiture. Si, je suis au cheval, donc voilà. Mais je vais pas au boulot à cheval. Donc je vais faire du cheval, je vais dans ma centre équestre. Demain, je vais m'amuser sur une voiture à changer les vitesses et j'irai dans un circuit. Sur un circuit. Ok. Donc moi j'aime bien ces scénarios-là parce que ça m'apporte quelque chose. Alors peut-être égoïste personnellement, mais moins de voitures, c'est moins de pollution, je pense. Et comme l'IA, ça pollue, on pourrait peut-être faire un équilibre. Voilà. Je vais faire cette parenthèse et je passe à... Ça marche. Alors, moi, je vais avoir une autre approche. C'est-à-dire que, en gros, je suis formateur en marketing digital, formateur en IA, du coup, au système d'automatisation. Il y a une chose que je déteste, que j'ai toujours détesté, moi, c'était de remplir les documents. Et je pense que vous en réussissez toujours plein. Et typiquement, en fait, il y a plein de tâches dans la vie qu'on fait qui sont ultra rébarbatives. Ces tâches-là, je me suis aperçu qu'on pouvait les faire disparaître avec l'IA et l'automatisation. Et ça, dans beaucoup d'entreprises. Et du coup, ne serait-ce que faire disparaître ce temps-là, ça nous permet de gagner un temps homme qui est monstrueux. C'est-à-dire que c'est pas que je suis en train de remplacer des tâches, là, tous les employés, toutes les personnes dans mon équipe, en fait,
ils ont juste plus de temps pour faire des choses qui sont importantes pour eux. Je n'ai pas besoin de le cliquer parce que l'IA le fait pour moi, mais que du coup ils ont déjà fait le travail en fait, ils ont juste parfois besoin d'actionner un bouton sur un tableur et ça va aller déclencher toute une série d'automatisations qui prendraient des heures normalement à faire avec tout plein de documents, tout plein de choses qui sont assez fastidieuses, des envois de mails, des choses comme ça. Et là, tout est centralisé, ça fait gagner un temps monstrueux. Et typiquement, le fait de mieux comprendre la structure de qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, en fait, on est tous en train de résoudre des problèmes, c'est ça nos métiers, résoudre des problèmes. On nous paye parce qu'on résout des problèmes. Voilà, en fait, travailler avec un outil qui peut résoudre des problèmes à notre place, c'est un peu comme si on vivait de nouveau l'ère industrielle, où on pourrait vraiment créer des nouvelles machines qui permettraient de ne pas avoir à travailler la terre comme à l'ancienne avec sa pelle et sa bêche, je connais rien encore. Mais typiquement, de gagner du temps là-dessus, et on est juste à un niveau encore au-dessus où potentiellement on va travailler moins, mais potentiellement mieux. Et ça laisse une grande place au bien-être, alors que c'est des tâches qui on est beaucoup soumis à l'administratif. Et je pense que rien que là-dedans, on est vraiment dans du très concret. Moi, j'adore beaucoup mon métier dans le sens où j'accompagne les entrepreneurs, j'accompagne les personnes qui veulent lancer leur entreprise. En fait, au final, chaque entrepreneur résout des problèmes. C'est aussi pour ça qu'on les paye. Que ce soit le boulanger du coin qui vous résout le problème d'avoir du pain. Typiquement, avec ce que je vais pouvoir leur montrer comme technologie, comme technique, pour gagner du temps, ça leur laisse tout simplement plus de temps pour pouvoir se développer eux-mêmes et avoir encore plus d'impact. Donc, quelque part, en fait, j'aide des entrepreneurs qui sont en train de sauver le monde, etc., etc. Et c'est ma manière d'avoir de l'impact. Et c'est grâce à l'IA que je peux encore augmenter cet impact aujourd'hui. Du coup, je suis très content. Et bien, ça gagne. Merci. Je récupère le micro. Donc, pareil, je me porte encore porte-parole des jeunes, mais cette fois-ci, la question, on va la poser, et c'est lors des ateliers que vous allez pouvoir y répondre. Je pense que ce sera plus simple. Si vous aviez 14 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur l'IA pour vous sentir prête ou prête à l'utiliser intelligemment? Je repasserai la porte de vous. En tout cas, je vais laisser Catherine vous expliquer comment va se passer la suite. Merci à Jeanne, en fait, vous avez compris. C'est la fin de ce débat. Bon, de toute façon, vous pouvez vous laisser la parole toute la nuit. Ouais, super. On a dit qu'on prenait peut-être une ou deux questions, mais vraiment pas plus. Et après, Hugo et Brun vont se mettre en haut, chacun un slot, et on va juste pousser les chaises pour se mettre en deux espaces ici. Donc on vous demande de vous répartir en 4 petits groupes. Et donc Eden, je peux te présenter. Ce sera aussi un atelier, donc il y aura Frédéric en bas et Eden. Donc Eden avec son atelier spécialement conçu pour vous, pour apprendre à hacker une IA. Et Eden se présente peut-être juste en 2 mots parce que... Je me présente. Ouais. Eden, Data Scientist. Chez Agora Qualité. Chez Agora Qualité, je suis Thierry. La démo d'aujourd'hui sera, vous pouvez la jouer sur notre portable. Vous allez discuter avec une IA et vous allez essayer de la hacker. Il y a un secret caché et il faut avoir le secret caché pour pouvoir gagner. Voilà. Merci Eden. On a remarqué quand même que vous avez tous bien joué quand même. Il y a un côté très ludique dans votre pratique de l'IA. Merci beaucoup. On prend un petit moment pour s'installer. Vous pouvez en profiter pour aller aux questions. Oui, vous avez une question. Est-ce que quelqu'un avait levé le dos à la main? Si. Ah, qui avait une question? Moi j'avais une question, c'était au début. C'était comment se passe l'IA? Je pense que des personnes auraient répondu à ma question. Merci beaucoup. Et puis vous pouvez avoir les démos et voir aussi l'utilisation de différentes IA et différentes... Alors dans ton corps de métier, je dois bien savoir comment elle peut faire pour m'aider. Ça va. Super, puis j'essaierai d'y répondre. Bon, carrément. C'est quoi comme métier juste? C'était quoi le corps de métier? Restauration. Ah oui, On n'a pas de passant. Ouais, ne serait-ce que la gestion des stocks, ne serait-ce que le personnel, potentiellement, les plannings et tous les trucs qui pourraient être faits automatiquement. Le management, tout le management. L'envoi de mail pour convoquer une personne à telle heure. La question c'est qu'est-ce qui nous prend beaucoup de temps, je voulais pas faire. Ouais. Et puis qu'est-ce qui prend aussi... qu'est-ce qui peut aussi aider les cartouches? Parce que moi je suis super allergique. J'aurais aimé finir qui se dit rapidement à la boucle. Ah, une deuxième question. Je suis prof, comment je peux faire? J'ai aidé les élèves avec l'IA, avec les élèves. Pas sûr qu'ils aient. Tu peux relayer la question quand même des connaissances de base, tu vois, utiliser
l'IA sans intelligence, je pense. Si je comprends bien la question, c'est comment, en tant que prof, je fais que mes élèves n'utilisent pas bêtement l'IA pour me rendre des devoirs, et comment, derrière, je peux leur apporter un esprit critique sur son usage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et comment, parce que maintenant, quand je fais les exercices, par exemple, à TDF, Oui. qu'eux s'entraînent, ouais, comprennent. Vous êtes dans quelle matière? Eux utilisent l'IA pour répondre à la question. C'est quelle matière vous enseignez? Sciences de l'ingénieur. Ah. Très bien. On est typiquement sur un sujet où, effectivement, sur la question de comment les accompagner, ce genre de choses, le premier point, c'est d'essayer de les emmener sur quelque chose qui n'existe pas. De les rendre un petit peu de saugrenu. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce côté un peu ludique pour faire découvrir effectivement les bons jeux. On n'a pas trop parlé, mais la construction des données, comment c'est fait, à quel usage. Aujourd'hui, la manière dont fonctionne, c'est l'IA sur de larges modèles, c'est de prendre toutes les données qui sont sur Internet, faire d'énormes calculs, c'est quelque chose de très compliqué. Il se fait aujourd'hui sur la base de contenus qui ont aujourd'hui été générés par d'autres IA génératives, donc on a un problème sur la qualité. Et ça, c'est important. Je pense qu'il faut aussi peut-être leur faire des modes un peu en sortie de route d'expertise, leur rappeler ce que c'est un expert. Ça, c'est le premier point. Un expert, on ne se décrète pas d'expert. Un expert, c'est quelqu'un qui publie dans une publication en comité de lecture et qui est reconnu par les autres comme un expert. Et ça, c'est important. Dans le monde aujourd'hui qu'on vit, on a un peu le mirage, en tapant en compte, d'être un expert. C'est pas vrai. Il y a besoin un peu, quand je disais par rapport au rapport au temps, il y a une notion d'endurance à avoir un peu sur l'apprentissage. Et c'est ça qu'il faut essayer de leur apprendre. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui saura répondre à la question que personne ne s'est jamais posée, trouver des solutions qui marchent. Et ça, la question de personne s'est posé la question. Donc il n'y a pas de Jacques Tupri. Et c'est pour ça que je disais d'aller dans le saugrenu, c'est d'aller développer leur capacité d'imagination, de sortir des sentiers battus. Un, c'est vachement fun. Deux, c'est de faire travailler ses plus importants là-haut, c'est croiser les données, avoir un raisonnement profond, et ce genre de choses. Peu importe le sujet. Il y a un concept super intéressant qui s'appelle la zététique. Par exemple, je les coupe. Ouais. Mais le concept de la zététique, c'est d'aller développer l'esprit critique. Je sais pas si vous avez une meilleure description que la mienne. Et je pense qu'effectivement, les former là-dessus, ça serait intéressant. Qu'ils se rendent compte que, en fait, on ne pourra pas avoir le contrôle. Est-ce qu'ils vont aller regarder, utiliser différentes IA pour travailler? Ils le feront d'une manière ou d'une autre. Est-ce que, quelque part, enfin, c'est mon avis, on ne devrait pas les laisser faire, mais justement de dire, ok, voilà les dangers du jour. Autant il y a quelques années c'était sur Google, on peut avoir Doctissimo qui raconte n'importe quoi. Ouais, tu vas mourir. Du coup, ça va être le problème. Et aujourd'hui, du coup, d'avoir cet esprit critique sur les résultats de l'IA, de leur demander vraiment de croiser les sources. Et au-delà de ça, aujourd'hui, c'est même plus croiser les sources parce que les outils comme Perplexity permettent de croiser les sources, et déjà d'office dans l'IA, mais d'aller, pourquoi pas, aller fouiller encore dans les sources, d'aller dans les papiers et se rendre compte par quoi a été entraîné l'IA et par quel a été le cheminement. Et du coup, de comprendre le cheminement de soi-même et que là, c'est apprendre qu'ils devront comprendre pour avancer. Typiquement, si on demande à une IA de cracher du code, faire un logiciel, je vais faire une copie de Airbnb aujourd'hui, on sait très bien que les IA à l'heure actuelle ne sont pas capables de le faire, pas entièrement, mais du coup, il nous faut l'œil d'un développeur, il nous faut l'œil de quelqu'un qui a déjà l'expertise de pouvoir faire un Airbnb pour qu'il puisse comprendre pourquoi l'IA n'est pas arrivée. Et typiquement, c'est dans la même logique, et ça, peu importe le corps de métier, c'est mon logique. Et en une phrase, on passe au juste avant ça, il n'y a aucun intérêt, je pense, à aller voir une IA et lui dire copie Airbnb. Je pense en ingénieur, on veut inventer des choses. Moi, je suis intimement convaincu que demain, une énorme compétence, plutôt que qualité, j'en sais rien, on peut appeler ça comme on veut, mais qui va vraiment faire la différence, c'est la créativité. C'est-à-dire qu'on va avoir des outils entre les mains qui nous permettront d'aller hyper rapidement sur les sujets. Le créatif va en trouver des usages, détourner, va arriver à des résultats que les autres n'auront pas pensé. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment les encourager, tous, même les plus jeunes qui sont là, développer votre créativité. Alors évidemment, les arts critiques, etc. Mais votre créativité, c'est ce qui, à mon avis, va rester peut-être de plus ou moins le plus longtemps. Mais c'est encore une fois que mon avis, ça se trouve, je me trompe évidemment quand même. Moi, je dirais juste qu'il y a du rap médiéval qui existe sur YouTube grâce à l'IA. Et ça, c'est super. C'est super, mais ça, c'est intéressant. Ça dépend de l'objectif pédagogique que vous avez, ça regroupe tout le monde. Moi, je les mettrais en binôme. Eux et une IA. Ça, c'est le binôme. Et on parlait de compétences, de soft skills ou autres. Je pense que l'une des bonnes compétences qui corrogent dans le futur, c'est l'art oral.
Donc c'est de les mettre sur un objectif, de les mettre en binôme avec une IA, et prendre une méthodologie de design thinking en disant bah voilà, tu vas utiliser les 5 étapes de telle et telle philosophie de design thinking avec une IA, vous montez le projet ensemble, et lui vient la pitcher, vient pitcher le projet. Parce que quand il a pitché le projet, et comme on le fait là avec les gens qui sont dans 2-3 questions, il est obligé de maîtriser ce qu'il est en train de faire. Donc il s'est aidé d'une IA pour déposer un certain nombre de choses, pour trouver des idées aussi au passage, hein, et il va pouvoir décomposer son résultat. Donc jouez le jeu à fond, mettez-les en binôme avec une IA, donc ok vous êtes en binôme, mais le rendu par contre, qui sera, peu importe le rendu que vous voulez, mais qui vienne de présenter oralement, ça peut avoir de la valeur. Ça prend plus de temps hein, sur le coup. Et j'avais juste une autre question, c'était à quel niveau on se situe d'études? Moi j'ai terminé avec des ETS. Ok. Ouais. Effectivement, aussi dans la question, c'est, je pense qu'aujourd'hui on apporte, par exemple, les remarques que j'ai un petit peu pour d'autres papas, les maths à mon époque c'était plus dur. Ouais. Non. Non, c'est pas que c'est vrai. Non, parce que le programme n'a pas tellement changé. Simplement, on n'évalue plus la même chose. On évalue le raisonnement. Justifier d'un raisonnement, être critique par rapport à son raisonnement, être en capacité d'avoir une démarche scientifique, prendre un élément témoin, d'avoir ces réflexes-là, c'est très important, parce qu'ils permettent de valider que le résultat qu'on donne est juste. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nos jeunes ont de plus que nous. C'est un esprit critique qui est bien plus élaboré que le nôtre. Ils sont entraînés à ça. Ils ont été nourris à l'Instagram, au marketing, au discours des marques, au mensonge des marques. Et ils ont une finesse d'analyse des choses, et parfois aussi un peu côté un peu cynique, mais ils ont cette analyse critique que nous n'avons pas. Les premières personnes qui sont aujourd'hui victimes des deepfakes et des arnaques avec l'IA, pas les jeunes, c'est les gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est important, hein, je veux dire, voilà. Donc je pense que ce sujet-là, de se revenir sur ce qu'est la science de l'ingénieur et sur les éléments de raisonnement, est clé. Merci, je vous engage maintenant à exercer votre